Bienvenue sur Tous Médecins pour comprendre notre santé vite et bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet complexe, les médicaments de la maladie d'Alzheimer, un domaine qui a connu un véritable tournant clinique en France. Tout commence avec cette phrase, une conclusion assez radicale de la Haute Autorité de Santé en 2016. Elle a jugé que les traitements symptomatiques de l'époque avaient une efficacité au mieux modeste et surtout sans aucune pertinence clinique démontrée. C'est fort. Et la conséquence de cet avis, elle a été très directe. Depuis août 2018, ces molécules ont été déremboursées, mais plus important encore, elles ont été purement et simplement retirées de la stratégie thérapeutique officielle. Alors la question qui se pose, c'est comment a-t-on pu en arriver là ? Comment des médicaments qui reposent sur une logique physiopathologique a priori solide ont-ils pu mener à une telle impasse thérapeutique ? Pour comprendre, il faut revenir à la source du problème. La maladie d'Alzheimer, c'est avant tout une pathologie neurodégénérative et il faut bien comprendre que les traitements historiques ne visaient pas la cause. Non, ils ciblaient les conséquences de cette dégénérescence et en particulier son impact sur la neurotransmission. Le processus, c'est une véritable cascade. Ça commence avec les fameuses plaques bêta-amyloïdes, puis vient l'anomalie de la protéine Tau, ce qui entraîne une dégénérescence neurofibrillaire. Au final, cette accumulation de lésions provoque la mort des neurones. Et c'est cette mort neuronale qui crée la cible des médicaments, le déficit en neurotransmetteurs. Au niveau synaptique, on se retrouve donc avec deux conséquences majeures. D'un côté, un gros déficit cholinergique, et de l'autre, une altération de la transmission glutamatergique qui peut même devenir toxique pour les neurones. C'est précisément sur ces deux dérèglements que les médicaments ont été développés. Pour essayer de compenser ces déficits et de restaurer une neurotransmission à minimum fonctionnel, deux grandes classes pharmacologiques ont donc vu le jour. On a donc d'un côté les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, le donépésil, la rivastigmine, la galantamine, qui visent à corriger le déficit cholinergique dans les formes légères à modérées. Et de l'autre côté, on a la mémantine, un antagoniste des récepteurs NMDA, qui, elle, module le glutamate dans les stades plus avancés de la maladie. Le mécanisme des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, il est assez direct. En fait, ces molécules vont bloquer l'enzyme qui est censée dégrader l'acétylcholine dans la feinte synaptique. Résultat, on augmente artificiellement sa concentration en espérant optimiser l'action du peu de neurotransmetteurs qu'il reste. La mémantine, elle, agit sur un autre système, le système glutamatergique. C'est un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA et son but est double. D'abord, protéger les neurones d'une surstimulation par le glutamate, ce qu'on appelle l'excytotoxicité, qui accélère la mort cellulaire, et en même temps, elle essaye de préserver les signaux glutamatergiques qui sont essentiels, eux, à l'apprentissage et la mémoire. Donc, on le voit, sur le papier, les mécanismes d'action sont logiques. Pourtant, la réévaluation clinique par la Haute Autorité de Santé a été, elle, sans appel, et elle se base sur une analyse très critique des données disponibles. Le service médical rendu, le fameux SMR, a été jugé insuffisant. Pourquoi ? Eh bien pour plusieurs raisons majeures. D'abord, l'efficacité, même si elle était modeste dans les études, n'a pas été jugée pertinente en vie réelle. Plus grave, aucun impact n'a pu être démontré sur des critères vraiment importants comme la qualité de vie ou la mortalité. Si on ajoute à ça le risque d'effets indésirables et d'interactions médicamenteuses, la balance bénéfice-risque est clairement devenue défavorable. Cet algorithme qui structurait les prescriptions en fonction du score au MMSC, eh bien aujourd'hui, il est complètement obsolète. Il faut bien avoir en tête que ça ne correspond plus du tout aux recommandations en France qui privilégient désormais une approche non médicamenteuse. Mais attention, même si on n'initie plus ces traitements, il reste des patients qui étaient déjà sous traitement avant 2018. La gestion de ces cas est une réalité clinique et elle impose une surveillance vraiment rigoureuse de la tolérance. Et cette surveillance doit être large. Pour les inhibiteurs de l'ACH, on a bien sûr les troubles digestifs, qui sont fréquents, mais les risques les plus sérieux sont cardiaques, comme la bradycardie, et neuropsychiatriques. La mémantine, elle, partage ces risques neuropsychiatriques et peut provoquer des confusions et des hallucinations. Il faut être particulièrement prudent avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Leur effet cholinomimétique peut aggraver des pathologies qui existent déjà, que ce soit au niveau cardiaque, bronchopulmonaire, digestif ou même urinaire. Ça impose donc une évaluation très complète des comorbidités du patient. En pratique, la surveillance reste avant tout clinique. Ça veut dire une réévaluation très régulière et surtout très critique du rapport bénéfice-risque pour chaque patient. Et bien sûr, un suivi par ECG reste un outil clé, surtout chez des patients souvent polymédiqués. Toute cette situation nous amène finalement à une question fondamentale. Si traiter les conséquences de la maladie a échoué, comment est-ce qu'on peut s'attaquer à la cause ? L'avenir se tourne maintenant vers des stratégies de neuroprotection qui visent à ralentir la maladie en ciblant les processus bien plus en amont.
Les thérapies anti-amyloïdes sont sur le devant de la scène, mais elles ouvrent un tout nouveau chapitre avec son lot de bénéfices, de risques et de controverses. On peut dire que l'impasse symptomatique a forcé la recherche à remonter à la source du problème, et c'est là que se joue désormais le combat contre Alzheimer. Abonnez-vous pour plus de vidéos.